April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Winter kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dried tubers. Avril est le plus cruel des mois. Il engendre des lilas qui jaillissent de la terre morte. Il mêle souvenance et désir. Il réveille par ses pluies de printemps les racines inertes. L'hiver nous teint au chaud, de sa neige oublieuse couvrant la terre, entretenant de tubercules secs une petite vie. Mesdames, Messieurs, autant vous l'avouer tout de suite, je m'effraie un peu de la question que j'ai osé placer en titre de cette leçon et de l'ambition qu'elle suppose. Qu'est-ce que le passé ? Et si j'ai ouvert cette leçon avec l'incipit du Wasteland, de la terre vaine de T.S. Eliot, que vous aurez reconnu sans doute, ce poème qui a célébré ses 100 ans l'an dernier, ce n'est pas seulement parce que cet incipit nous dit quelque chose du début de printemps que nous sommes heureusement en train de vivre en ce moment, et ce, même si, je l'ai bien noté, nous sommes en mars et non point en avril, mais mars à Paris vaut bien avril en Angleterre. Et puis, surtout, depuis 100 ans, le réchauffement climatique a accompli son œuvre de dérèglement des saisons. Mais si j'ai ouvert cette leçon avec le Wasteland, c'est parce que ce poème répond à sa manière à la question posée. Il y répond un peu de biais, par le côté, ainsi qu'il convient de répondre à ce genre de questions trop fondamentales pour être abordées de front. Ce poème nous dit en effet quelque chose du mélange amer de mémoire et de désir que crée toute découverte d'un objet dans le sol, toute apparition du passé dans un sol mort. Il nous dit qu'au bout du compte, l'oubli complet lié à l'hiver est plus confortable. Il est plus facile à vivre que le réveil imposé par le printemps. Or, ce réveil amer de la mémoire, provoqué par ce que les poètes médiévaux nommaient la reverdie, et ici, ce réveil amer souligné par Eliot, eh bien, ce réveil est du même ordre que le sentiment de perte dont j'ai déjà parlé. Car c'est lorsqu'on découvre ou lorsqu'on redécouvre une œuvre perdue dont on ignorait parfois même qu'elle avait existé, c'est lors de la redécouverte d'une œuvre que s'instaure un sentiment élégiaque, et un sentiment élégiaque rétrospectif. La découverte fait mesurer aussitôt l'étendue de la privation dont nous avions été les victimes. À ceci près que, de cette privation, nous étions alors les victimes inconscientes, car nous ne savions pas que nous étions privés de quelque chose. Il n'y a d'œuvre perdue que s'il y a d'abord sentiment de la perte. On n'a pas perdu ce que l'on ne sait pas ou ce que l'on ne croit pas avoir perdu. Tel est l'effet des lilas jaillissant de la terre morte, jaillissant hors de l'oubli hivernal, mêlant mémoire et désir. Alors certes, la découverte produit une joie, elle produit une joie immédiate, la joie
des chercheurs de trésors lorsque leur coup de pioche fait apparaître un objet enfoui, lorsque la pioche résonne sur un objet métallique, sur un coffre de pirate, pour sortir de la vision des lilas printaniers et pour emprunter une imagerie à la Robert Louis Stevenson. Mais en même temps que la joie, la découverte procure aussi le frisson. Un frisson de nature presque métaphysique, lié à l'apparition d'une conscience de la perte, à la prise de conscience soudaine que nous avions jusque-là fort bien vécue sans ces œuvres maintenant retrouvées. La prise de conscience que notre existence et la possibilité même de notre bonheur, ou au moins de notre sérénité, eh bien, sont fondées sur le déni de toutes les pertes qui ont eu lieu avant nous. Partout où nous sommes, en effet, partout nous posons le pied sur des cimetières invisibles, cimetières d'individus, cimetières d'objets, sur des dépôts d'œuvres enfouies. Et cela, nous l'oublions le plus souvent dans cet oubli confortable de l'hiver dont parle The Wasteland. Mon collègue Patrick Boucheron rappelait dans son cours, il y a quelques semaines, que là même où nous nous trouvons, dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre, sous la cour d'honneur du Collège de France, figurait, ou plutôt avait figuré, car ils n'y sont plus maintenant, c'est nous qui y sommes, puisque nous occupons leur place. Et donc avait figuré sous la cour d'honneur du Collège de France, là même où nous sommes, avaient figuré des vestiges médiévaux et aussi les vestiges de thermes romains qui furent l'objet, heureusement, de fouilles archéologiques préventives. La découverte de tels objets donne donc lieu à ce frisson, à cette prise de conscience existentielle fondamentale. Le présent n'est possible, nous ne sommes possibles que parce que le passé n'est plus. Nous n'existons, nous ne pouvons exister que parce que nos ancêtres ne sont plus. Nous occupons leur place, de même que nous occupons aujourd'hui physiquement la place de ces thermes romains sous la cour d'honneur du Collège de France. Et l'avenir, symétriquement, prendra la place du présent. Nous aussi, nous devrons céder la place. Et quand je dis nous, ce n'est pas seulement à nos personnes que je pense, mais à nos idées, à nos manières de vivre, à nos manières d'être, à nos valeurs, à nos œuvres. Alors, quelques-unes d'entre elles, de ces œuvres, subsisteront, on peut l'espérer, mais très peu, très très peu, en réalité. Ce qui surnage, ce qui surnagera, est infime. Tout le reste aura sombré. Toute découverte d'une œuvre perdue nous renvoie donc immanquablement à cette précarité fondamentale des êtres et des choses, une précarité qui est, il faut le rappeler, l'ordre normal. Et je veux citer ici à nouveau la formule de Paul Valéry dans son cours de poétique, une formule que j'avais déjà commentée il y a quelques semaines, et je veux la citer à nouveau, non pas seulement parce qu'elle est de Valéry, mais parce qu'elle me paraît tout bonnement essentielle. La conservation produit du désordre, Madeleine, Notre-Dame, le désordre, tout ceci est entravé par l'état normal. L'état normal, l'état ordinaire, c'est la perte des choses.
nous ne nous en rendons pas compte, parce qu'une part non négligeable de notre monde autour de nous, en particulier dans les contrées où nous sommes, dans les villes que nous habitons, à Paris ou ailleurs, une part non négligeable du monde autour de nous vient directement du passé. Les maisons, les édifices, les monuments. Nos bibliothèques sont pleines de livres anciens. Nos musées accumulent pléthore d'œuvres anciennes. Mais ce n'est qu'une illusion de perspective. Si nombreuses que soient les œuvres anciennes, sont-elles plus nombreuses que les œuvres nouvelles? Sont-elles plus nombreuses que les œuvres qui ne cessent de surgir autour de nous? Entrez, par exemple, dans une librairie et voyez toutes ces nouveautés, c'est le terme idoine, toutes ces nouveautés que les librairies présentent sur les tables. Or, depuis que les librairies existent, elles ont toujours présenté des nouveautés. Et la question se pose de savoir combien de ces nouveautés ont subsisté jusqu'à aujourd'hui, de savoir combien subsisteront, je ne dis pas même dans 100 ans ou dans 200 ans, voire davantage, mais dans 50 ans, dans 20 ans, dans 10 ans. Une infime partie. Pour une Notre-Dame de Paris, pour une Madeleine, combien d'églises disparues? Il y en avait tout autour du Collège de France, que la réforme du baron Haussmann a fait disparaître. Ainsi, ce passé qui est présent autour de nous, ce passé n'est pas le passé. Ce n'est qu'un passé parmi d'autres possibles, parmi d'autres passés qui auraient pu exister dans notre conscience. Et la conscience de ces virtualités du passé, la conscience que nous pourrions conserver de ces passés une mémoire toute différente, cette conscience-là est déjà assez vertigineuse en elle-même. Mais sommes nous-mêmes d'accord sur certaines définitions de base? Par exemple, à partir de quand y a-t-il passé? À partir de quand décidons-nous de parler de passé? Combien de temps faut-il pour qu'une chose appartienne ou nous semble appartenir au passé? 1 an? 10 ans? 20 ans? 50 ans? Clairement, notre définition, ou plutôt notre sensation du passé, est à géométrie variable en fonction des objets considérés. Ainsi, le journal d'hier, le journal d'avant-hier, a fortiori, appartient déjà au passé. Il n'intéresse plus grand monde. Mais il n'en va pas de même pour les maisons, pour les édifices, pour les œuvres littéraires, les œuvres plastiques, les œuvres musicales. Tous ces objets divers ne suivent pas un même tempo. Ils n'obéissent pas au même rythme. Ils ne définissent pas le même régime temporel, le même régime d'historicité, pour reprendre l'expression de François Hartog. Ils ne jouissent pas d'un présent de la même durée. La périodicité de renouvellement des paradigmes de la création
la périodicité de renouvellement des modèles artistiques et esthétiques n'est pas la même d'un art à l'autre, d'un domaine de création à l'autre. Regardez par exemple, un film muet des années 1920, même par les plus grands réalisateurs, même par un Murnau, par exemple. Regardez Nosferatu, regardez L'Aurore. Ce film vous paraît appartenir à un autre monde. Il vous paraît se trouver à des siècles de distance. Le mode de jeu des acteurs, la manière de raconter l'intrigue, tout vous paraît daté. Tout vous dépayse. Inversement, lisez un roman exactement de la même époque. À la recherche du temps perdu, qui fut écrit de 1906 à 1922, Ulysse de Joyce, 1922, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, 1925. Ces romans vous paraissent avoir été écrits hier, ou même aujourd'hui. Ils vous paraissent plus modernes que bien des productions littéraires contemporaines. Alors oui, le cinéma vieillit plus vite que la littérature. Il s'use plus vite. Ou en tout cas, il a longtemps vieilli plus vite. Peut-être parce qu'il s'agissait pendant longtemps d'un art jeune encore. Un art qui a longtemps été en quête de ses formes. Et il est possible qu'aujourd'hui, les formes cinématographiques soient davantage stabilisées et qu'elles soient donc appelées à vieillir moins vite. Qui sait ? Il n'est pas certain, par ailleurs, que la variété des régimes d'historicité dans les domaines artistiques, que cette variété soit toujours liée à des renouvellements de paradigmes esthétiques, comme on vient de le voir pour le cinéma. La variété des régimes d'historicité est plutôt liée à la durée variable de ce qu'on appelle nouveau dans un domaine artistique donné. La question est, combien de temps dure le nouveau ? Alors, un exemple extrême en est donné par les tubes de l'été, dans ce qu'on appelle justement la variété. Mais étymologiquement, je vous le signale, la variété ne désigne pas une variété dans le temps long, mais ça désigne la variété synchronique, ou en tout cas presque simultanée. C'est la variété d'un spectacle de music-hall, avec chansons, tours de magie, danse, etc. C'est l'étymologie du terme de variété. Mais revenons à ces tubes de l'été. Le tube de l'été dernier, il prend toujours un caractère nostalgique par rapport au tube de l'été suivant, alors même qu'il aura toute chance de relever du même paradigme artistique. Car, ma foi, d'un été à l'autre, on ne change pas radicalement de façon de chanter. Mais un autre exemple extrême de faible durée du nouveau est donné par la mode. À la différence du terme de variété, le terme de mode, quant à lui, renvoie explicitement à une variété successive dans le temps. Au XVe siècle, déjà, on disait qu'on s'habillait, comme on disait, on s'habillait à mode nouvelle. À mode nouvelle. Et Roland Barthes a bien montré, dans son système de la mode, en 1967, combien la mode obéit à des variations concertées d'éléments formels du vêtement.
ampleur des manches, boutons apparents ou non apparents, cols étroits ou bien cols évasés, palettes de couleurs, etc. Tout cela, cette variation d'éléments formels font croire que le vêtement de l'an dernier est déjà daté, alors qu'en réalité, il ne s'agit que de variations limitées en nombre fini à l'intérieur d'un même paradigme structurel. Le système de la mode veut nous faire croire à un changement annuel de paradigme, obligeant ainsi au remplacement de la garde-robe. Alors que dans les faits, les véritables changements de paradigme dans l'habillement sont beaucoup moins fréquents, beaucoup plus étalés dans le temps. Le système de la mode est destiné à créer un passé artificiellement accéléré. En littérature, la durée des paradigmes est beaucoup plus longue. Le roman de cette année n'est pas écrit d'une façon foncièrement différente de celui de l'an dernier. Et je vous renvoie au livre fondamental sur ce sujet de Gilles Philippe. Pourquoi le style change-t-il ? Qui est paru l'an dernier, encore nouveau donc à peu près, en 2021, et qui montre, ce livre, l'importance des phénomènes d'usure stylistique. Comment devient-il à la mode, ainsi, d'écrire un récit au présent plutôt qu'au passé simple ? Et comment le passé simple, dans le récit, s'use-t-il ? Et comment ensuite, c'est le retournement, comment ensuite le récit au présent, qui a été longtemps à la mode, en vient-il aussi à s'user et à ne plus représenter totalement la modernité ? Eh bien, Gilles Philippe repère ainsi des périodes paradigmatiques d'une durée de 10 ou 20 ans, du moins dans les 2 derniers siècles dans la littérature française. Mais je vous renvoie à l'ouvrage pour plus de détails. Cette question de la durée du présent est une question essentielle, à savoir, pendant combien de temps une œuvre appartient-elle à notre présent ? Qu'est-ce qui nous apparaît comme contemporain ? Et j'entends contemporain au sens propre, c'est-à-dire ce qui appartient au présent, et non pas à un sens qui devient, lui, plus à la mode actuellement, un sens esthétique, historique, que donnent aujourd'hui à ce terme certains philosophes, certains critiques, comme Giorgio Agamben et Lionel Ruffel, avec l'idée que nous vivrions dans la période du contemporain, avec un grand C, en quelque sorte. Mais cette question du présent doit être aussi distinguée de la question de la longévité même de l'œuvre. Cette question du présent doit être distinguée de la question de la fortune de l'œuvre, de la postérité de l'œuvre. Une œuvre peut être parfaitement vivante, parfaitement efficace, parfaitement actuelle, tout en appartenant au passé. Par exemple, Hamlet de Shakespeare ou la Divine Comédie. Et inversement, une œuvre de notre présent peut n'être déjà plus vivante ou même ne l'avoir jamais été, mort-né. Je ne veux pas citer de nom. Mais les librairies en sont pleines. La question
des régimes d'historicité des œuvres est d'une importance capitale pour une réflexion sur les œuvres perdues. Car notre représentation du passé est elle-même déterminée par la perte des œuvres. Et en effet, le passé autour de nous, le passé qui est à notre portée de main, n'est lui-même, je l'ai dit, il n'est qu'un passé parmi d'autres. Certaines œuvres subsistent et la plupart des autres disparaissent. Mais ce passé qui subsiste avait lui-même un passé. Le passé qui nous est présent, le passé qui nous est visible, le passé qui a subsisté, oblitère, en vérité, oblitère le passé de ce passé. Homère. Homère n'est pas, comme on le croit parfois, l'auteur ou le nom d'auteur le plus ancien de la littérature grecque. Homère est seulement le plus ancien dont nous ayons conservé l'œuvre, ce qui est assez différent. Quand vous lisez Homère, vous vous rendez bien compte que cette poésie n'a absolument rien de primitif, au sens de primaire ou d'élémentaire. C'est une poésie, une manière de raconter extrêmement sophistiquée, une poésie qui réfléchit même parfois à sa propre nature, qui réfléchit à ses propres conditions de production. Songez seulement à ces personnages d'Aède dans l'Odyssée, les personnages de Démodocos ou de Phémios, qui fonctionnent comme des doubles d'Homère. Tout cela parce qu'Homère lui-même, ou bien les poètes qui se dissimulent derrière ce nom, je ne vais pas régler ici la question homérique, Homère n'est que l'aboutissement d'une longue histoire perdue. Homère a fait oublier les épopées qui le précédaient et auxquelles il fait lui-même référence sans que nous en ayons toujours conscience. Ainsi, les spécialistes évoquent parfois l'existence d'une méléagride, antérieure à Homère, c'est-à-dire une épopée racontant l'histoire de Méléagre. Cette histoire à laquelle fait référence précisément le chant 9 de l'Iliade. Méléagre s'était retiré d'un combat sous l'effet de la colère, et ce retrait mettait ses amis en danger. Il revient finalement au combat et il remporte la victoire. Vous reconnaissez là plus ou moins l'intrigue de l'Iliade, avec Achille qui se retire sous sa tente et qui met en péril l'armée grecque, l'armée achéenne. Mais ce modèle, cette histoire de Méléagre est donnée en exemple, dans le chant 9 de l'Iliade, est donnée en exemple à Achille, retiré sous sa tente, par son tuteur, par son pédagogue, Phénix, pour inviter Achille à revenir au combat. Et c'est peut-être une allusion à une épopée précédente, bien connue. On connaît aussi l'existence d'une Memnonide. Parfois on l'appelle une Éthiopide. C'est l'histoire de Memnon. Memnon, un Éthiopien, à la tête donc d'un bataillon d'Éthiopiens, qui tue Antiloque, un ami d'Achille, et Achille venge son ami Antiloque en tuant Memnon. Et là aussi, vous reconnaissez un peu de l'intrigue, beaucoup même de l'intrigue de l'Iliade, avec Patrocle tué par Hector, qu'Achille va venger, où Achille tue Hector pour venger son ami Patrocle. Et donc, la Memnonide, l'Éthiopide, aurait pu servir de modèle à l'Iliade, à moins que ce ne soit l'Iliade
qui ait inspiré la Mémnonide. En fait, un doute subsiste sur la chronologie respective de ces œuvres. Toujours est-il que le passé que nous avons conservé, et c'était l'objet de l'exemple homérique, le passé que nous avons conservé n'est qu'un passé fragmentaire. Et ce passé fragmentaire, si illustre soit-il, et justement parce qu'il est illustre, parce que c'est Homère, ce passé fragmentaire a lui-même fait disparaître le passé du passé. Et ce qui est vrai pour les œuvres littéraires, comme nous venons de le voir avec Homère, eh bien, c'est vrai aussi pour les édifices, c'est vrai aussi pour les villes. Et c'est aussi valable donc pour les villes, pour les cités et pour Paris en particulier. Le vieux Paris n'est plus, écrit Baudelaire dans Le Cygne. Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Et plus loin, dans le même poème, Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Or, de quel Paris parle Baudelaire? Le vieux Paris dont Baudelaire déplore la disparition, c'est le Paris qu'il avait connu dans sa jeunesse, lui qui était né en 1821. C'est le Paris qui est en train de disparaître sous le coup de la transformation urbaine entreprise par le Second Empire, avec le préfet Haussmann à la manœuvre. Le distique « La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel », ce distique est devenu tellement célèbre, il est devenu un tel cliché qu'on en oublie parfois le caractère éminemment paradoxal. Baudelaire inverse dans ce distique le lieu commun selon lequel le cœur humain serait instable, serait capricieux, tandis que la réalité matérielle bénéficierait, quant à elle, de la durée. Et Baudelaire vient ainsi souligner un bouleversement introduit par la modernité. Le tempo de transformation de la réalité s'accélère et soumet l'être humain à la souffrance et au déchirement. Et donc, l'asynchronie, avec un A privatif, l'asynchronie, en un seul mot, entre une réalité matérielle qui se transforme sans cesse, d'une part, et entre un être humain qui, lui, vit dans la durée, cette asynchronie, cette dissymétrie, cette différence de temporalité est cause de la mélancolie chez Baudelaire. Et elle est devenue l'une des caractéristiques de la modernité. Elle se trouve au centre, par exemple, du poème moderniste par excellence, The Wasteland, la terre vaine, d'Eliot, que je vous ai cité en ouverture de cette leçon. Or, le poème de Baudelaire, Le Cygne, pose un problème particulier au lecteur d'aujourd'hui. Il pose un problème d'œuvre perdue. Car le cœur humain lui-même n'est pas immortel. Et Baudelaire, une fois disparu,
les derniers témoins du Paris pré-haussmannien disparu, eh bien, le souvenir même de ce Paris pré-haussmannien disparaît avec eux. Et nous, aujourd'hui, eh bien, nous sommes bien embarrassés de ne pas connaître ce Paris disparu dont ils déplorent la perte. Alors, bien sûr, il nous reste évidemment l'extraordinaire témoignage baudelairien de cette mélancolie liée à la disparition du Paris pré-haussmannien. Il nous reste ces vers magnifiques que je viens de citer parmi les plus beaux de la poésie française. Mais la mélancolie qu'expriment ces vers, nous la faisons porter désormais, inévitablement, non plus sur ce Paris pré-haussmannien, qui en était l'objet, et dont nous ignorons à peu près tout, mais nous la faisons porter sur le Paris haussmannien lui-même, sur le Paris créé par le baron Haussmann. Ce Paris quadrillé de larges avenues, où les voitures à cheval d'abord, puis sans cheval, pouvaient circuler aisément. Ce Paris, érigé partout d'immeubles uniformes, en pierre de taille de 6 étages, à toit de zinc. Ce Paris de verre et d'acier, dont les halles, merveille architecturale de Victor Baltard, disparu quasiment sous nos yeux, il y a un demi-siècle à peine, au début des années 1970, dont les halles de Victor Baltard, ce Paris dont les halles étaient l'emblème incontournable. Ces pavillons des halles, dont la disparition totale, odieuse, monstrueuse, incompréhensible, dans une presque indifférence, je me suis renseigné, j'ai regardé, est comme le péché originel des municipalités parisiennes successives. Ces municipalités qui ne cessent de vouloir remédier de façon nécessairement toujours bancale, toujours maladroite, au crime artistique commis. Ce crime dont le lieu se désigne toujours de manière accusatoire aux passants par le grand vide laissé par ce quadrilatère au centre de la capitale. Mais passons sur ce sujet et reprenons. Le paradoxe, c'est que c'est ce Paris haussmannien, c'est ce Paris immortalisé par exemple, Henry James dans Les Ambassadeurs. C'est ce Paris capitale du XIXe siècle, admirablement analysé par Walter Benjamin. C'est ce Paris-là qui suscite aujourd'hui notre mélancolie baudelairienne. Lorsque certains, ou certaines, voudraient y toucher, en y édifiant, par exemple, des tours. C'est ce Paris haussmannien qui nourrit notre idéal, qui nourrit notre attachement, notre mélancolie éventuelle, alors même que l'apparition de ce Paris haussmannien, alors nouveau, était odieuse à Baudelaire. Et alors même que la mélancolie de Baudelaire était provoquée par l'entreprise du baron Haussmann. Mais ainsi va la lecture des textes, ainsi va leur réinterprétation successive
en fonction du contexte des lecteurs. Le vieux Paris n'est plus, certes, comme disait Baudelaire. Le Paris pré-haussmannien n'est plus. Mais la mélancolie baudelairienne, elle est toujours là. Elle a juste changé d'objet. Car nos souvenirs ne sont pas ceux de Baudelaire. Et notre mélancolie ne peut jouer que sur nos propres souvenirs, et non pas sur les souvenirs d'autrui, fût-il, cet autrui, le plus grand poète français du XIXe siècle. Baudelaire nous a légué un certain sentiment de mélancolie, mais il ne nous a pas légué l'objet de cette mélancolie. Or, c'est lire Baudelaire, en quelque sorte de manière anti-baudelairienne, que d'appliquer l'émotion qu'il éveille en nous, l'émotion sur laquelle il met les mots les plus justes, que d'appliquer cette émotion aux objets qui lui étaient les plus odieux. Voilà un bien singulier retournement de situation. Mais comment faire autrement ? Et c'est donc encore quelque chose de la perte des œuvres qui se joue ici. Le poème « Le Cygne » est en vérité déjà lui-même une ruine. Une ruine amputée comme il l'est du contexte auquel il se référait et avec lequel il faisait sens. Mais c'est une ruine qui fonctionne encore, si je puis dire, et une ruine qui fonctionne bien, admirablement bien même. De même que la Vénus de Milo. La Vénus de Milo séduit encore les foules, malgré l'amputation de ses deux bras, ou peut-être à cause de cette amputation, qui sait. Et de même que le Parthénon ruiné, sans son toit, sans ses frises, suscite l'admiration en tant qu'objet purement esthétique. Il fonctionne en tant que forme pure. Et c'est ainsi que fonctionne notre approche littéraire et esthétique moderne, en faisant sens de tout. Mais les textes, même s'ils nous paraissent complets, même s'ils nous paraissent intacts, et c'est effectivement le cas du Cygne, les textes eux-mêmes peuvent parfois être ruinés de l'intérieur. Le Cygne de Baudelaire apparaît ainsi comme coquille vide sécrétée par le poète autour d'un vieux Paris désormais inexistant. Alors, heureusement, toutefois, le poème réussit à dépasser ses propres limites contextuelles. C'est un très bon objet relevant des lois de la littérature moderne. Et en tant que tel, le poème réussit à préparer sa propre décontextualisation, puisque Baudelaire n'a de cesse, dans le poème, de vouloir universaliser son propre sentiment, au-delà de son expérience personnelle liée à des objets particuliers, pour en faire une expérience générale de la condition humaine, l'expérience de la perte universelle. Comment y parvient-il ? Par 3 images successives. 3 images qui opèrent 3 effets complémentaires. Une dépersonnalisation, une décontextualisation et une universalisation. D'abord, vous avez, premier quatrain de cet extrait, l'image du cygne éponyme du poème. Évadé de sa cage, le grand cygne, avec ses gestes fous, comme les exilés, ridicules et sublimes. Voilà pour la dépersonnalisation, et même, je dirais, la déshumanisation. Puis vient, dans le quatrain suivant, l'image antique, l'image mythologique d'Andromaque, des bras d'un grand époux tombé, vil bétail sous la main du superbe Pyrrhus, auprès d'un tombeau vide en extase courbée, veuve d'Hector, hélas, et femme d'Hélénus.
Voilà pour la décontextualisation temporelle. Et enfin vient l'image moderne de la négresse, amaigrie et phthisique, piétinant dans la boue et cherchant l'œil hagard les cocotiers absents de la superbe Afrique derrière la muraille immense du brouillard. C'est l'universalisation culturelle et géographique. 3 images, donc, qui font de la perte un sentiment universel frappant tous les êtres vivants, frappant les animaux comme les humains, au-delà de toutes les différences historiques, au-delà de toutes les différences de race et de culture. La perte apparaît ainsi comme l'expérience universelle, une expérience consubstantielle à l'expérience de la vie elle-même. Et donc, nous ne trahissons pas tout à fait Baudelaire, en fin de compte, en appliquant ces mots de déploration aux objets qui lui étaient le plus odieux, à savoir le Paris haussmannien. Nous nous coulons ainsi dans le rôle que Baudelaire lui-même nous assigne au début des Fleurs du Mal, le rôle, je vous le rappelle, de l'hypocrite lecteur. L'hypocrite lecteur qui fait mine de s'apitoyer avec Baudelaire, de s'apitoyer sur le sort du poète, tout en lui donnant, au bout du compte, le coup de couteau fatal qu'il a lui-même disposé pour nous. Nous prenons, avec ces poèmes, un plaisir clandestin, ou, pour reprendre les propres termes de Baudelaire, dans son adresse au lecteur, nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Et cette vieille orange n'est rien d'autre que la poésie même de Baudelaire, une poésie dont nous faisons sciemment dévier le sens, puisque cette poésie est depuis longtemps vidée du jus des propres souvenirs du poète. Il ne nous reste plus qu'à réhydrater l'orange par nos propres souvenirs. Et voilà aussi comment se perdent les œuvres, ou du moins, voilà comment les œuvres se transforment sous l'effet du passage du temps, sous l'effet des mutations du monde autour d'elles. Et dans cette transformation, il y a quelque chose qui se passe qui est en effet de l'ordre d'une perte presque irréparable. L'état normal, donc, c'est la perte des œuvres, c'est la perte des choses. Et le pari de la postérité est éminemment risqué. Il est plus sûr de jouer au loto, oserais-je conseiller. Ainsi, lorsque Stendhal écrit dans La vie d'Henri Brulard « J'écris pour des amis inconnus, une poignée d'élus qui me ressemblent, les happy few », l'expression de happy few décrit de manière peut-être moins pertinente ces lecteurs du futur espérés par Stendhal, ces lecteurs du futur qui se sont révélés en vérité très nombreux, bien plus nombreux que Stendhal lui-même ne pensait. Mais l'expression de happy few décrit de façon donc moins pertinente la foule actuelle des admirateurs de Stendhal que, justement, ces quelques rares œuvres, ces quelques rares auteurs qui ont le bonheur de surnager après quelques décennies. Happy few, oui, véritablement, happy few, les auteurs qui sont encore lus un siècle après leur mort. La conservation, en effet, ne va pas de soi. Et lorsque j'énumérais la semaine dernière les forces de perte, je vous rappelle, force du pouvoir, de l'opinion, force de l'indifférence, force du hasard, force de la création, eh bien, il ne faudrait pas imaginer ces forces de perte sous la forme d'un complot ligué contre les choses, ligué contre nous. Il ne faut pas avoir une conception complotiste de la perte des œuvres. Les forces de perte appartiennent à l'ordre des choses. Elles font partie
de l'ordre, j'allais dire, de l'ordre de la nature. Disons plutôt, elles font partie de l'ordre de la culture. Mais elles appartiennent à cet ordre de la culture comme les lois de l'entropie, comme les lois de l'inertie appartiennent à l'ordre de la nature, ni plus ni moins. À tout prendre, si complot il y a, eh bien, c'est la conservation qui relève d'un complot. Parce que, comme le dit Valéry, la conservation ne relève pas de l'ordre normal. Et qui concourt à ce complot? Eh bien, ce sont les forces qu'on pourrait appeler les forces de conservation, des forces symétriques, des forces de perte. Les forces de conservation sont en effet de même nature que les forces de perte, à cette différence près qu'elles agissent en sens inverse. Mutatis mutandis, la troisième loi de Newton peut servir de modèle à notre analyse, à savoir, vous la connaissez par cœur, le principe d'action et de réaction. Si un corps A exerce une force sur un corps B, alors B exerce sur A une force d'égale intensité, de même direction et de sens opposé. Sans pousser l'analogie de la nature et de la culture trop loin, il est possible, en s'inspirant du principe d'action et de réaction, de considérer que la conservation ne peut l'emporter contre la perte que si chaque action de perte, chaque force provoquant la perte, se heurte à une réaction équivalente, voire une réaction supérieure. En conséquence de quoi, nous pouvons passer en revue ces forces de conservation des œuvres. Et nommons en premier, comme pour les forces de perte, la force du pouvoir. Il arrive en effet au pouvoir, non pas seulement de supprimer des œuvres, mais d'en préserver d'autres et de les transmettre à la postérité. L'école, par exemple, lorsqu'elle est placée sous la tutelle d'une autorité quelconque, tutelle étatique, tutelle religieuse, l'école joue un rôle privilégié dans la transmission des œuvres. Précisons par ailleurs, pour éviter tout malentendu, que le pouvoir qui exerce une action de conservation des œuvres n'est pas pour autant, ou n'est pas nécessairement, un pouvoir conservateur, au sens politique du terme. La conservation des œuvres peut être promue par des pouvoirs d'obédience aussi bien progressistes que conservatrices. Il suffit de songer aux ministres républicains, aux ministres de gauche même, qui firent tant pour la construction d'une politique de l'instruction publique sous la Troisième République. Et inversement, un pouvoir politiquement conservateur peut aussi engager des actions de perte des œuvres. Il n'est que de songer à la politique de censure idéologique, de censure raciste du gouvernement de Vichy. Mais l'action du pouvoir peut aussi déborder le rôle de l'école. Ainsi, lorsqu'au IVe siècle avant notre ère, à Athènes, l'homme d'État Lycurgue fit dresser dans le théâtre de Dionysos les statues en bronze de 3 dramaturges, et de 3 dramaturges seulement, Échille, Sophocle, Euripide. Et lorsqu'il ordonna de conserver dans les archives publiques une copie de référence de leurs œuvres, cet acte fut déterminant. On eut beau continuer au moins jusqu'au 1er siècle de notre ère de lire d'autres poètes dramatiques, tels Agathon ou Ion de Chios, jamais ne fut remise en cause la prééminence accordée à ces 3 grands tragiques, Échille, Sophocle, Euripide. Et les textes que nous avons conservés sont encore pleinement tributaires d'une sélection initiale effectuée par le pouvoir athénien il y a plus de 2000 ans. La deuxième force de conservation est la force de l'opinion,
dont la forme la plus institutionnalisée est représentée par la critique. La semaine dernière, j'insistais sur le venin qu'était capable de distiller Sainte-Beuve contre les auteurs qui ne trouvaient pas grâce à ses yeux. Mais soyons équitables. Il arrive également à Sainte-Beuve de participer à la préservation d'œuvres qui, sans sa contribution, se fussent peut-être perdues. Et le cas le plus exemplaire serait sans doute celui de Ronsard. Ronsard et les poètes de la Pléiade en général, qui étaient plutôt méprisés au XVIIIe siècle, ces poètes que Sainte-Beuve redécouvrit en 1828 dans son tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au XVIe siècle. Alors, sans doute, le rôle de Sainte-Beuve dans cette redécouverte, dans cette réhabilitation de la Pléiade, sans doute fut-il moins déterminant que Sainte-Beuve lui-même ne se plut à le dire. Et sans doute cette réhabilitation était-elle déjà en cours depuis quelques années. En effet, l'Académie française avait ouvert 2 ans plus tôt, en 1826, un concours sur la marche et le progrès de la langue et de la littérature française du XVIe siècle jusqu'en 1610. Et donc, sans doute, la réhabilitation des poètes de la Pléiade se fût-elle produite même sans Sainte-Beuve. Mais qu'il suffise de rappeler que la force de l'opinion ne se résume jamais à une seule personne, fût-elle aussi influente que Sainte-Beuve. Il s'agit toujours d'un phénomène collectif qui parfois se cristallise et s'accélère, en effet, par l'action de quelques voix dominantes, comme Sainte-Beuve. Mais la force de l'indifférence est aussi active dans la conservation des œuvres que dans leur perte. C'est l'indifférence qui permet aux œuvres de subsister sur les étagères des bibliothèques, qui leur permet de continuer leur existence tranquille jusqu'à ce qu'un jour, grâce à la force de l'opinion, par exemple, ces œuvres prennent un lustre particulier. Et aussi, comme pour la perte des œuvres, la force du hasard peut être déterminante pour leur conservation, mais elle ne joue là encore qu'un rôle d'appoint, même si ce rôle est parfois spectaculaire. Découvrir le tableau d'un grand maître dans un grenier, reconnaître un manuscrit important parmi des papiers sans intérêt, de telles découvertes relèvent certes du hasard, mais en vérité, le hasard ne désigne ici que le croisement de chaînes de causalité indépendantes l'une de l'autre. Et pour que de telles découvertes aient lieu, il faut aussi en premier lieu l'intervention de la force de l'indifférence. Cette force qui permet au tableau d'être remisé dans un grenier pendant un certain temps, sans que personne ne s'en occupe. Et puis, il faut aussi l'intervention de la force de l'opinion, et d'une opinion informée, au moins l'opinion du chercheur, du collectionneur, de l'amateur, du lettré, qui sera capable d'attribuer une importance à l'œuvre retrouvée. Vous vous souvenez peut-être de l'helléniste que j'ai reçu l'an dernier, Antoine Pietrobelli, qui sut reconnaître un traité perdu de Galien, ne pas se chagriner, parmi les manuscrits d'un monastère de Thessalonique. C'est un cas assez exemplaire. La dernière force de conservation des œuvres est éminemment ambiguë. La force de la création, en effet, joue comme une action de reprise des textes, une action de copie des œuvres, de dialogue avec les œuvres, et cela permet de les sauver en partie. Ainsi, le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, ce tableau le plus cher au monde, est-ce qu'il existe vraiment? Je veux dire, est-ce que ce tableau que nous avons, enfin, nous ne savons pas très bien où il est actuellement, mais ce tableau qui existe quelque part, semble-t-il, est-il de Léonard? C'est là la question. Les spécialistes en discutent encore. Mais toujours est-il que, dans le pire des cas,
ce tableau serait au moins une copie d'atelier d'un tableau perdu dont il nous conserve, en quelque sorte, le témoignage. Autre exemple, il ne resterait plus aucune trace du traité contre les chrétiens, parfois appelé Discours véritable, composé par le philosophe païen Cels au IIe siècle de notre ère, si le chrétien Origène n'avait écrit, au IIIe siècle, une réponse polémique intitulée Contre Cels, grâce à laquelle nous connaissons les 9/10 du contenu du traité original de Cels, puisque Origène cite abondamment, extensivement, le texte de Cels. Et nous connaissons grâce à cela plus de la moitié du texte littéral de Cels. L'ironie est donc ainsi que l'ouvrage qui prétend démolir son adversaire devient celui qui le sauve pour la postérité. Et ainsi, la plus grande partie des fragments d'auteurs antiques que nous possédons, des poètes, des philosophes, nous vient de citations faites par d'autres auteurs qui convoquent ces poètes, ces écrivains pour étayer leur propre discours ou au contraire pour les contester. La création se nourrit de la création d'autrui. Et nombre d'orateurs antiques nous ont ainsi été transmis, Cicéron et Démosthène en premier lieu, non pas tant pour l'intérêt propre de leur discours, l'intérêt de leur engagement politique, qui avait perdu en vérité toute actualité, même les philosophes, les poètes gardent au moins une plus grande intemporalité, mais Cicéron et Démosthène et les autres orateurs ont été conservés parce que leurs œuvres ont servi de modèle aux orateurs des siècles suivants. Le modèle, le canon, est un outil de la création. Et ainsi, les besoins de la création obligent-ils à conserver certaines œuvres exemplaires. Mais les modèles, hélas, ne peuvent être qu'en nombre limité. Et un canon, par définition, n'est qu'une sélection parmi un ensemble dont tout le reste est souvent condamné à se perdre. Force du pouvoir, de l'opinion, de l'indifférence, du hasard, de la création, ces 5 forces de conservation des œuvres agissent en sens contraire des forces de perte et sur le même plan. Ce sont des forces ambivalentes, aussi ambivalentes que ne l'est le passé lui-même, car comme j'ai essayé de le montrer ici, le passé que nous connaissons, le passé qui nous a été conservé, eh bien, il est lui-même le résultat d'un processus de destruction et de conservation sélective. Destruction, conservation, création sont des processus inextricablement liés l'un avec l'autre. Le passé, je n'oublie pas la question que j'avais posée d'entrée de jeu, le passé est une sélection. Il est une construction à l'intérieur d'un processus continu. Il est un processus dont notre présent fait partie. Et cette sélection s'opère avec des modalités variables selon les domaines artistiques que l'on considère. Car il ne faut pas considérer le passé en opposition avec le présent. Au contraire, le passé est une image construite par le présent, active dans le présent. Et les analyses de T.S. Eliot, pour finir, me semblent ici irremplaçables. T.S. Eliot, dont toute l'œuvre se construit sur une réflexion fondamentale concernant le lien indissoluble entre le passé et le présent. Et donc je terminerai par le T.S. Eliot critique et philosophe, après avoir commencé par le T.S. Eliot poète. Pour Eliot, passé et présent ne s'opposent pas, mais s'articulent de manière dialectique jusqu'au paradoxe. Le sens historique, je cite, implique la perception non seulement du caractère passé du passé, mais de son caractère présent. Ainsi, le passé ne doit pas être considéré comme un corps mort, comme un objet inanimé, mais il faut l'envisager dans son rapport nécessaire avec le sujet percevant, car le passé n'a d'existence que phénoménologique, passez-moi le gros mot.
Le passé n'existe pas hors de nous, et nous n'existons pas hors de lui. Autre citation dans ce même article célèbre, à la tradition et le talent individuel. La différence entre le présent et le passé tient au fait que, dans notre esprit, le présent est une conscience du passé sans commune mesure avec la conscience que le passé avait de lui-même. Quelqu'un a dit « Les écrivains du passé sont loin de nous parce que nous en savons tellement plus qu'eux. » Précisément. Et ils sont ce que nous savons. Ce qui est une bonne réponse. Et puis, dernière citation, dans sa thèse de philosophie, Eliot écrit également, dans la même optique, « Soit on vit le passé, et alors il est présent, soit on s'en souvient, et alors ce n'est pas le même passé qu'on a vécu autrefois. La différence n'est pas entre deux objets, mais entre deux points de vue. » Autrement dit, le passé tel que nous nous en souvenons n'est pas réductible au passé vécu. Je veux dire, le passé tel qu'il fut vécu était en son temps un présent, et non point le passé qui existe actuellement dans le souvenir. L'identité des mots ne doit pas masquer la différence des objets mentaux. Le passé n'est pas coupé de nous, il est en nous. Alors, armé de ces réflexions de T.S. Eliot, armé de la liste des forces de perte et de conservation, est-ce que nous pourrons, à partir de là, élaborer la typologie des œuvres perdues que je vous ai promise la semaine dernière? Eh bien, ce sera, avec un peu de chance, la semaine prochaine. Merci.